Bonjour, alors aujourd'hui, je m'en vais vous décrire en long et en large l'arnaque du cholestérol. Pour ceux et celles qui ne savaient pas encore que c'était une arnaque. Mais en fait, indépendamment de ce que vous pouviez déjà savoir sur le sujet, je pense que ce serait une très bonne chose, et donc en fait possiblement pour tout le monde et n'importe qui, d'écouter ceci, idéalement en entier. Surtout que, tu sais, peut-être, bon, que vous allez, que ça va forcément faire un long live, mais en réalité, il faut comprendre que c'est de l'ultra condensé que je m'en vais faire là, tu sais, comme une maman oiseau qui régurgite là, du prédigéré, là. Puis surtout que c'est toujours ça que je fais, puis je vais l'avoir fait tout particulièrement dans ce cas-là, vraiment une job de sélection mérite puis de best-of, et ce, de rien de moins que l'ensemble de ces 4 livres-là, plus ce pamphlet-là, plus, en finissant par ceci, mais c'est pas le moindre, donc plus le live, salut Stéphane, salut Daniel, que Chantal Dumas, la naturopathe, quand même assez bien reconnue dans la résistance, avait déjà fait sur le sujet. D'ailleurs, vraiment, tu sais, je vais mettre le lien en exergue, donc en début de description de live. C'est sûr que ça vous gagneriez à l'écouter ou quasiment à réécouter les mêmes informations, parce que, comme je vous dis, je vais d'ailleurs commencer par ça, par vous retransmettre en accéléré, on va dire en style télégraphique, les informations de Chantal Anne. Bon, on a chacun nos styles de communication, là, mais justement, elle, c'est très bon, c'est très excellent, mais elle va le faire dans l'espace d'une heure. Moi, d'après, j'ai hâte de voir dans combien de temps ça va me prendre pour transmettre les mêmes choses, puis peut-être que que ça va me prendre le même temps pour couvrir tous les autres livres aussi. Ben, le but, c'est pas faire un lecturoton non plus, là. Ça se peut que ça soit un assez long live, là, pareil, mais c'est ça que vous comprenez, vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Mais d'entrée de jeu, avant de me lancer vraiment dans le résumé du live de Chantal Anne, je voudrais commencer par répondre à ceux qui... excusez, j'ai lu un commentaire, je ne devrais pas faire ça. Ceux qui, comme dans le bon vieux temps de la COVID, vont sûrement, des gens du genre troll ou pro-lego, etc., manqueront sûrement pas de me dire que c'est pas ma spécialité et donc que je sais pas de quoi je parle. Fait que, pour commencer à répondre à ce genre de préoccupation-là, ce que je dirais, c'est, regardez, mettons que on compare, parce que, tu sais, moi, évidemment, je suis pas médecin. Sauf que lui, non seulement il est médecin, mais c'est un tabarouette de spécialiste d'ailleurs. Tu sais, ce soir, il y a 3 livres qui sont de lui, OK? Puis, quant à Dr. Philippe Even, lui, c'est pratiquement un de ses disciples, puis il le reconnaît, là, tu sais. Salut, Slam Pop. Fait que là, vous comprenez que c'est une star, c'est une sommité. C'est exactement... Sans trop, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire, mais l'équivalent, mettons, du Didier Raoult que l'on connaît au niveau de la COVID. Fait que, le point étant, figurons-nous que j'ai 2 médecins à côté de moi, là. Une sommité mondiale comme ça, qui écrit non pas un, mais des livres ultra sourcés et détaillés, puis que j'ai sur une chaise à côté il y a notre petit médecin ou docteur généraliste typique que je peux avoir, que n'importe qui peut avoir, tu comprends, hein? Puis qui va me relayer lui-même, va se trouver lui-même à nous relayer un petit laïus qui vient lui vient même des compagnies pharmaceutiques. Vous comprenez que on parle pas de la même affaire. C'est pas pour décrire nos médecins, mais je veux dire, c'est comme là, à quoi ça sert d'être un expert si après ça, on les écoute pas, hein? En gros. Fait que là, tu comprenez, moi, si je fais juste résumer et transmettre les mêmes infos, là, ça sert à rien de me dire que je suis pas un médecin. Je ne suis que le messager et le transmetteur. Okay? Bon. Hein? Ensuite, deuxième élément à garder en tête. Si vous avez compris moindrement quelque chose durant la crise COVID, ça va vous aider à comprendre ce que je veux dire là. Puis sinon, vraiment, à la fin de ce live-là, vous allez comprendre ce que je veux dire là. C'est que quand tu comprends que les compagnies pharmaceutiques
dont les médecins ne font que relayer la propagande, ne sont non pas le berger là, qui nous guide de façon bienveillante là, et fidèle, là, mais le loup dont il faut se prémunir. Ça sert à rien d'écouter ce qu'ils disent, à part si tu veux te ramasser dans le fossé ou quelque chose, tu sais. Allez, Chantal. Fait que quand tu comprends ça, c'est sûr que là, ça fait un effet un peu tannant de comme on dit en anglais, d'être by yourself, d'être on your own dans une sorte de loi de la jungle. Mais regarde, si c'est ça la réalité, on se met y faire face plutôt que de se faire des accroires que tout va bien aller puis qu'on est dans le monde de licorne. Puis donc, tu sais, mais c'est sûr que oui, à partir de là, quand tu comprends les choses de même, oui, c'est vrai qu'il faut avoir quand même assez de connaissances scientifiques et générales. Puis, il faut le dire, assez d'intelligence ou tout simplement de gros bon sens pour, à tout le moins, ne pas se faire enfiroiper. Puis c'est là qu'on réalise que, oui, les avancées médicales, tout comme l'ensemble de la technologie, nous ont fait faire des gros bonds, youpi, mais ça nous a surtout fait jumper dans un nouveau monde, déjà, là, sans même qu'il y ait un New World Order. Je veux dire, par rapport au siècle et au millénaire précédent, où est-ce que là, il y a des nouveaux dangers, il y a des nouveaux loups, puis qu'il faut tout particulièrement savoir faire face aux assauts du système de santé qui est prêt à n'importe quoi pour nous voler et même pour nous tuer ou ne serait-ce qu'à petit feu. Là. Fait que quand tu le vois de même, tu te dis, surtout qu'ils ont intérêt à le faire, ils font de l'argent. C'est pas très compliqué à comprendre la date. Fait qu'à partir de là, ça devient aussi important de savoir donc se méfier à tout le moins du système de santé et du système pharmaceutique que de savoir pouvoir en tirer des bénéfices. Puis là, quelqu'un. Donc oui, ça veut dire que tout n'est pas blanc puis tout n'est pas noir. Puis tu sais, je sais pas. Dans mon dernier live, on disait c'est ça, hein, tu vas au système de santé, tu es content, puis après ça tu chiales. Mais c'est parce que, regardez, on n'est pas dans une secte. Le but, c'est pas c'est pas de diviniser ça puis de dire tout ce qu'il dit c'est toujours vrai. C'est de se protéger nous puis notre corps, notre santé. Puis oui, des fois ils font des bons coups, des fois ils en font des vraiment pas très bons coups du tout. Okay? Ça c'est juste la réalité en passant. Okay? Ouais, ça coupe. Ben écoutez, je peux pas faire grand chose dans le moment. En rediffusion, des fois, ça coupe moins. Fait que là, puis là, tu sais, vous allez comprendre peut-être un peu plus aussi le principe de se battre contre le système, ce qui pour moi est une nécessité. C'est pour ça que j'ai fait un parti anti-système, un parti libertarien, un parti anti-gouvernemental. Fait que, tu sais, sans parler de tout ce que je fais pour la résistance, puisque j'ai mes tentatives de produire une occupation. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour ceux qui ne savent pas ce que je fais à ce niveau-là ou que ça ne les intéresse pas. Mais tu comprends, pour moi, c'est tout un ensemble de choses qui vont ensemble. Puis juste pour finir là-dessus, tu sais, ceux qui trouvent que c'est flyé, puis que ça sort de petits manuels conspirationnistes typiques, ben, d'un, à la fin du live, vous allez voir que c'est pas ça. Puis de deux, écoutez, ces choses-là que je vais vous décrire, comme mettons la corruption, le conflit, la notion de conflit d'intérêt qui est omniprésente dans le monde médical puis pharmaceutique, c'est des choses que j'étudiais quand j'étais en psycho à McGill, là, tu sais, au pays, là. Fait que c'est comme... c'est documenté, n'importe quel scientifique de n'importe quoi, qui moindrement est appelé à prescrire des pilules, c'est ça. Oui, il est censé savoir ça, s'il étudie, genre. Puis c'est pas compliqué à comprendre, tu sais. Je veux dire, ce qu'il nous disait, mettons, à McGill, c'est, regardez, n'importe quelles études, s'ils sont financés par l'industrie pharmaceutique, puis c'est le cas presque toujours le cas, ben ils sont en conflit d'intérêt. Fait qu'en partant, ça part mal. Puis en partant, ça veut dire qu'il faut comme prendre ça avec une pincée de sel, puis un grain de sel, puis mettons, idéalement pas mal plus que ça. OK. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le contenu du live de Chantal, que comme je vous disais, je vous résume en fait. Fait que le premier truc vraiment génial des compagnies pharmaceutiques par rapport au cholestérol, c'est d'arriver avec cette notion-là de plafond, OK? Ou taux d'alarme, là, en termes de grammes par litre, OK? De grammes de cholestérol par litre de sang. Parce que, en partant, ben, ça donne qu'il est établi, imaginez-vous donc, de façon tout ce qui est le plus arbitraire. Tu sais, genre, la preuve étant qu'il change sans arrêt. Et puis, comme par magie, d'ailleurs, il baisse constamment. Normal, parce que plus il est bas, plus ils font de l'argent. C'est ainsi qu'il est passé au départ de 3 à 2 grammes, puis là, même, il serait même rendu à 1,6. Ça, c'est l'année dernière.
les évaluations les plus récentes. Ça peut être même encore baissé. Fait que c'est sûr que si tu mets ce genre de paramètres-là dans les mains de celui qui veut se faire de l'argent, il va s'organiser pour en faire plus. Un autre bonne petite attrape, c'est le principe, ironiquement, de clientèle cible. OK? Donc, de population supposément à risque. Non pas qu'il y ait un bon fond de vérité dans le fait de dire que si t'es fumeur, si t'as de l'excès de poids, si t'as des antécédents familiaux, si t'as une mauvaise alimentation, si t'as une mauvaise gestion du stress, si tu fais pas d'activité physique puis si t'es vieux, c'est sûr que c'est pas des facteurs qui aident dans la vie de façon générale. Hein? Mais notons là déjà d'emblée la petite stratégie qui consiste à étendre ou faire une expansion pratiquement sans limite de la clientèle potentielle. Ah, t'as ci puis ça, ah, ok, bon, mais dans le fond, t'es à risque, puis encore là, ben là, on va considérer là, que on va prendre le facteur de risque de façon toujours plus sévère. Là. Ah, tu sais, l'âge, on va dire, plutôt qu'être 80 ans, ben là, c'est déjà dès 60 ans, on va t'écœurer, puis etc. Fait que si t'es. Mais le principe de. La vraie arnaque là-dedans étant de dire, ben, si t'es supposément à risque, ce qui est pas sans raison, ben, automatiquement, on te met sur les statines. Puis après ça, on se félicite que tu n'as pas eu d'AVC ou de fracture du myocarde en assumant que c'est dû aux médicaments. Voyez-vous la patente? Tu sais, tu couvres tes traces, là, tu sais. C'est peut-être que tu n'aurais pas eu pantoute. Oui, tu as un facteur de risque, mais ils ont mis la statine. Tu sais, c'est exactement la même chose qu'Arruda disait. Ah oui, ben oui, ça a réduit la COVID. Ben oui, parce qu'on a mis une vax, on a commencé le vaccin, puis etc. Fait que ça, c'est des... Puis c'est aussi au niveau de la propagande, mais comme expliquait le docteur Delorgeril aussi dans son livre, le principe, c'est toujours de mélanger un peu de vérité avec un peu de mensonge. Tu commences avec la vérité, puis donc ça te prend ça en termes de remède. Le mensonge se situe donc souvent au niveau de la solution. Tu sais. Fait que c'est toujours encore une stratégie de problème-solution. Fait que un exemple d'ailleurs de traficotage statistique. OK? Chantalane décrit l'étude des infirmières, qu'on a dit, vous aurez écouté pour comprendre de quoi capable. Mais tu sais, donc, ils l'ont fait sur des infirmières pour cette évaluation-là de l'efficacité des statines. Puis là, ils ont dit, mais sauf que déjà, tu sais, c'est fin, hein, tu sais, une infirmière, forcément, elle a déjà des meilleures habitudes de vie que le commun de la population. Fait que ça fait bien de tester sur les autres. Ils disent, ben oui, ils vont sûrement avoir des bons résultats anyway, statine ou pas. Sauf que, gardons, toi, finalement, ils l'ont exclu, cette étude-là, de la méta-analyse, parce que ils se sont rendus compte que les statines étaient associées à une augmentation de 50% du risque de diabète. Fait que, du moment que les résultats ne vont pas dans le sens qu'ils veulent, ils flushent les études finalement. Fait que vous voyez, ça c'est un exemple de crosse. Là. Il y en a 1 million, tu comprends? Mais c'est ça. Si les études sont entre les mains du gros milliardaire capitaliste, il va t'en faire plein, là, des petits passe-passe de même. Fait que, mais la grosse patente, OK, c'est sur des millions de personnes qui sont auxquelles sont présentement prescrits des statines, on se rend compte que le risque d'AVC, de crise cardiaque, ça, est réduit de seulement 1%, ce qui est complètement négligeable. Dans le British Medical Journal, ils ont fait état ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas d'impact positif de la prise de statine, même qu'il y avait une relation inversement proportionnelle, dans le sens que plus tu réduis le LDL, donc le supposément mauvais cholestérol, plus tu augmentes la mortalité toute cause confondue. Non, pas bien. En fait, je vais vous dire tout de suite, dans les 3 choses que je ne vais pas rapporter dans ce live-là, parce que là, c'est vrai que ça finirait plus, c'est de 1, les impacts négatifs des statines. Tu sais, je vais y toucher comme ça de temps à autre, là, pas le choix, là, quand ça donne, mais vraiment, si on prend chacun de ces livres-là, on se rend compte, typiquement, là, c'est le même pattern, c'est que quasiment la moitié du livre qui est dédié aux impacts négatifs des statines. Fait que, non, qu'il suffise de dire que c'est pas bon, okay, pour l'heure. Autre chose que je ne vais pas passer mon temps à mentionner, c'est non seulement... En fait, c'est à quel point que le cholestérol est essentiel à la vie. Okay? C'est juste, gardez ça dans votre tête, c'est essentiel.
Puis de 3, ben, c'est tout chronologiquement, historiquement, toutes les. On commence pas à analyser là, étude par étude tout ce qui n'allait pas dans la méthodologie. Pour vrai, si vous ne me croyez pas après tout ce que je vais avoir dit, ben achetez-vous les livres, là, je vous dis. C'est les médecins qui ont écrit ça, puis tu le vois là. Bon. On continue avec Chantalan. Ça fait que. Ouais, puis en plus, c'est ça que si tu réduis le cholestérol, comme les statines le font, ben tu réduis pas rien que le mauvais, tu réduis le bon aussi. C'est plate, hein? En plus que le mauvais n'est même pas mauvais, donc on y reviendra. Fait que le foie se met donc à produire davantage. Parce que, comme je dis, vu que c'est essentiel, le foie, je veux dire le cholestérol, si le foie, il se rend compte, ma foi, qu'il n'y a pas assez de cholestérol, il se dit, ben là, ça marche pas, là. Il faut qu'on pallie à ça. Il est pas fou, là, il fait bien ça. Donc, tu peux pas gagner cette guerre-là contre le cholestérol. D'ailleurs, il ne faut pas. Un exemple, une des raisons de base pourquoi ça nous prend ça, cette fameuse affaire-là, c'est que ça représenterait, selon Chantalan, le cholestérol, là, pas moins de 60% du poids sec du cerveau. Ben, en fait, le cholestérol ou plus globalement les gras, là, comme la gaine de myéline, puis ça, des lipides. Là, donc, c'est peut-être pas si étonnant que la prise de statine est statistiquement fortement associée à une augmentation des maladies du système cognitif, genre l'Alzheimer, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'on devine quoi, si tu fais de l'Alzheimer, tu vas faire ça, mon gars, on va te vendre des pilules. Une pilule, une petite granule, t'as réjoui, mais tu comprends, c'est ça le mécanisme, là. On crée des problèmes pour vendre des pilules. Vous n'avez pas compris que déjà... C'est pas une question de COVID, là. C'est pas rien qu'une question de cholestérol. C'est une question de structure de base du système de santé. Comme disait aux États-Unis, puis tout ça, puis même n'importe qui est naturopathe qui comprend ça. Le système n'est pas là pour te maintenir en santé. Il est là pour faire d'argent, puis il fait de l'argent avec la maladie. Hein? En passant de même. Je l'avais pas compris. Les hormones partent aussi du cholestérol. On fabrique à partir du cholestérol, c'est vraiment une chose de base. Fait que donc, si tu baisses le cholestérol, c'est bien plate, mais tu baisses aussi tes hormones, qui sont encore là extrêmement reliées à la santé cognitive. Mais, c'est pas grave, on va vous vendre des pilules pour pallier à ça, pour remplacer les hormones. Naturel, je veux dire. Encore au niveau de la santé cognitive, ben le cholestérol, ça serait apparemment un réservoir pour les vitamines hyposolubles comme le ADEK. Et dans le cas de la vitamine D tout particulièrement, ben, c'est fortement associé à la santé immunitaire, santé osseuse et prévention de la dépression. Ah! Le monde peut bien pas aller dans le cerveau à ce temps-ci plus qu'il faut. Ce sont toutes ces statines qui réduisent le cholestérol. Quand on parle du principe que le remède est pire que le mal, puis donc que le remède fait pire que bien, ben regardez, là, on va décrire encore plus dans le détail, toujours à partir de ce que dit Chantalan. La coenzyme Q10, imagine-toi donc, ça c'est quoi ce bébé-là? Ben, c'est une enzyme, évidemment, une sorte d'antioxydant fabriqué naturellement par le corps à partir de l'alimentation. Puis ben, ça donne que c'est très important dans la prévention des maladies cardiovasculaires et du cancer. Ce que je viens de dire là, mettez-le comme entre guillemets, entre parenthèses, mettez-le dans une cause à part de votre cerveau, OK? Coenzyme, ça nous prend ça pour lutter contre les choses vasculaires puis le cancer, right? Le problème, c'est qu'en bloquant la production de cholestérol, comme le font bien sûr les statines, tu bloques également la production de l'enzyme HMG-CoA, elle-même impliquée dans la production de la coenzyme Q10, qui, comme je le disais tantôt, on reprend la petite chose, la copie-coller, mais qui est très important dans la prévention des maladies cardiovasculaires et du cancer. Donc, ben oui, ça veut dire que tes statines vont nuire à ta santé cardiovasculaire et sont potentiellement cancérigènes. On va y revenir. Ding! Selon Chantalan, donc la littérature qu'elle a lue elle-même aussi, les statines peuvent en fait impliquer des fois une légère diminution du risque de la maladie cardiovasculaire, mais typiquement, seulement dans les cas des récidives, là, pour ainsi dire. Puis, mais pour ce qui est de la prévention, donc pour ceux qui n'ont pas déjà eu un accident cardiovasculaire, ben, c'est un gros zéro.
en gros. Mais la meilleure preuve, la meilleure façon pour se rendre compte si c'est vrai, ça, c'est quand tu comprends que les AVC, les infarctus du myocarde, figurent encore en tête des maladies qui tuent le plus. Donc sont encore le top des tueurs, malgré le fait que la consommation des statines est si répandue. Donc si c'était si bon que ça, il ne serait pas encore au top des tueurs, right? C'est assez logique, là. Hein? Bon. Fait que si c'est pas le cholestérol, le problème, c'est quoi? Ben, la première affaire à mentionner par rapport à ça, ça serait ce qu'elle appelait le Inter-Heart Study, qui impliquait pas moins de 52 pays. Puis qu'on est bien à la conclusion que 90% des infarctus peuvent être évités si on focus sur 9 facteurs spécifiques, qui sont donc eux-mêmes, réciproquement, logiquement, responsables de 90% des infarctus, right? Là, on n'est pas dans 1%, on est dans 90%. D'ailleurs, il y a une autre étude qui arrive à des résultats étonnamment similaires en disant que 80% des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées en agissant sur notre style de vie. Puis comme vous allez voir, les 9 facteurs, c'est exactement ça. Donc, puis ça, comme elle dit à Chantalane, on parle de vrais facteurs sur lesquels on a complètement le contrôle. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Le premier étant donc, bien sûr, le sucre, dont on consomme apparemment pas moins de 75 kg par année, en moyenne, en passant. Puis qui, lui, ben, il augmente naturellement le diabète, qui, lui, est un des facteurs très importants au niveau de... Tu veux pas ça, là. Donc, qui annonce les maladies cardiovasculaires. Là, demandez-moi pas pourquoi dans les détails, là, demandez-moi ça pas trop non plus. Et comment? Mais le sucre, notamment, il va créer une carence en vitamines et en minéraux. Encore là, je comprends pas tout, là. Je suis le perroquet, moi, aujourd'hui. Donc, en carence en vitamines et minéraux, et donc, tout particulièrement la vitamine B et le magnésium. On va en parler beaucoup de ça. Mais, en gros, quand on a une molécule de sucre, ça prendrait, imaginez-vous donc, pas moins de 40 molécules de magnésium pour gérer ce sucre-là. Donc, pour en permettre l'entrée dans la cellule. C'est bien pour dire, hein? Le tabagisme. Ben, ça va créer un impact majeur. Donc, des caillots, bloquer des artères, pression artérielle, substances chimiques toxiques, métaux lourds, bien sûr, c'est ça. Mais aussi, ça va demander plus de vitamine B et de magnésium pour aider à détoxifier. Je ne sais pas si vous comprenez la patente. Vitamine D, B, magnésium, c'est un peu comme le foie, c'est des détoxificateurs. Les autres, ils vont absorber puis les cochonneries, là, que ce soit le sucre ou des toxines. C'est quasiment même, mais... Fait que la vitamine B et le magnésium, donc puis en plus, c'est hyper important, ces deux-là, par rapport au cardiovasculaire en tant que tel. Là, salut, Anne. Ah, ben c'est bon, ça, Slam Pop. Prenez vos vitamines, vous n'aurez pas de problème. C'est pas juste ça, mais ça fait partie de la patente. Avez-vous remarqué que c'est ça aussi avec la COVID, hein? Tu prends des vitamines, puis tu serais trois quarts du problème, mais à la place, ils vont nous vendre des affaires qui coûtent cher et avec lesquelles ils vont faire de l'argent, puis qui ne règlent même pas le problème. Bienvenue dans le monde des pharmaceutiques. Le magnésium, en plus, il y a un effet calmant, puisqu'il est nécessaire de fabriquer des neurotransmetteurs comme le GABA et la sérotonine. Encore là, c'est bon pour la santé cognitive, ça, right? Puis, or, le stress, il augmente la carence en magnésium. Mais comme de fait, en fait, le stress, il y a vraiment un gros effet, là. Puis, d'ailleurs, il va aussi te voler de la vitamine B. Fait que c'est comme, tu sais, il y a comme un combat entre les bonnes forces et les mauvaises forces. Grosso modo, là. Les céréales, ben, là, comme elle dit, il y a on entend céréales, on pense négatif, hein, tu sais, Kellogg, Corn Pops, je sais pas, ou, tu sais, justement les régimes keto, les régimes de perte de poids, ils nous apprennent ou nous induisent à détester finalement les céréales. Ce qui n'aide pas, comme elle dit, parce que là, ça fait que c'est une des choses qui fait qu'on a moins de glucides en partant. Mais aussi, anyway, il faut dire qu'il n'y a plus assez de bonnes céréales, notamment de céréales complètes. Tout ça pour dire que ça fait en sorte que tu n'as pas assez de vitamine B, qui viendrait naturellement, normalement, plus des céréales, puis qui permettrait donc de compenser justement ton stress, ton sucre, tes toxines, gna gna gna.
Quant au magnésium, voilà, le problème qu'on a, c'est que au niveau des sols, hein, nos sols sont avec notre super agriculture chimique, industrielle, etc., ben, ils sont de plus en plus épuisés. Des pluies acides en plus, qui lessivent tout ça, ces sols-là. Plus l'industrie, les transformations de l'industrie agroalimentaire. Salut Jérôme. Puis, fait que là, tu sais que je m'en vais avec ça, ben, ça fait que des 22, alors que dans un sol bio, tu vas avoir à peu près 22 minéraux qui sont naturellement présents. Là, dans nos super sols chimiques, tu vas avoir seulement 4 minéraux, dont probablement pas le magnésium, et dont, par exemple, le phosphore, qui donne un goût amer, puis qui, lui, est antagoniste au magnésium. Ça va pas bien. Ça va pas bien pantoute, en fait, nos affaires, globalement, là, en passant. Ça vient pas remarqué. Les légumes racines bio, ben ça, par exemple, ça, c'est quelque chose d'intelligent à prendre, là. Ben, je veux dire, les légumes racines, oui, mais encore mieux s'ils sont bio, là, parce que justement, ça va être plus bourré de bons minéraux et de vitamines, ça. Mais, ceci dit, comme disait Slam Pop, t'es mieux de prendre des vitamines, surtout quand tu es dans une clientèle cible, donc des suppléments, parce que on n'aura pas assez, là. Tout ça pour dire, ça va en prendre plus que juste manger des carottes, là, pour compenser à tous les problèmes qu'on a. Puis idéalement, il faut que, mettons, si tu prends des vitamines B, il faut que ce soit en complexe puis bioactif. Bon! Et moi, c'est quasiment plate de devoir tout faire relayer tout ça, parce que je ne fais pas d'argent avec ça non plus. Hein. C'est juste pour vous que je fais ça, je suis fin. Hein. Quel est donc le vrai grand responsable, par exemple, de l'athérome, de la fameuse question des artères bouchées? Bien, selon Chantal, ça serait ni plus ni moins que l'homocystéine, toi. Vous allez me dire, j'ai jamais entendu parler de ça, on va y revenir. Mais en gros, la réponse vite, c'est qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça, encore là. Fait que ça serait en fait un déchet qui est naturellement produit par l'organisme. Normalement, il va être évacué, soit plus précisément retransformé en élément utile, là encore par la vitamine B. Or, qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas assez? Ben là, il n'est pas assez retransformé en élément utile. Mais là, c'est là que le party commence, c'est que là, ça va... un peu comme si c'était des petits morceaux de vitre, là. Ça va créer des micro-lésions dans tes artères qui, elles, vont se voir colmatées par quoi? Et oui, du cholestérol. Quoique dans les livres que je vois, souvent, ils vont parler de plaquettes aussi, en tout cas. C'est un peu complexe dans la vie. Mais toujours est-il que le cholestérol rendu là serait plus le pompier qui vient éteindre le feu. Fait là, on s'entend-tu que le problème? C'est bien beau de faire trouver des boucs émissaires, mais si ton bouc émissaire... c'est le plombier. C'est le pompier, plutôt que le feu, ça va moins bien un peu. Ça peut pas tout à fait génial. Là. C'est une version encore pire du principe de don't shoot the messenger, là, mais je m'égare. Et puis, pourquoi je dis pourquoi on n'entend pas parler, mais ils n'ont pas intérêt, parce qu'il n'y a aucun argent à faire avec la vitamine B et conséquemment avec l'homocystéine. Fait que là, la vitamine B, donc, en plus de détoxifier naturellement l'homocystéine, les autres toxines, tout comme le magnésium, mais les autres qui apaisent le système nerveux, ils réduisent le stress. Des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais bon. On achève là, la partie de Chantalane. C'est intéressant, pareil, je trouve, non? Les bons gras versus les mauvais gras. Ben, les mauvais gras, en passant de même, c'est ce qu'on appelle l'oméga 6, donc qui est typiquement associé à l'huile de palme. Elle parle de l'huile de colza. Je trouve ça drôle parce que dans les livres de Lorgerie, lui, il voit ça comme étant excellent, au contraire, l'huile de colza. C'est tout un monde, hein, l'alimentation en passant. Je ne sais pas si vous commencez à constater. Et donc, la biologie et le corps humain. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un bon dossier pour des apprentis sorciers qui disent voici, on applique une solution simpliste, puis vous êtes des cobayes. Donc, les huiles oméga 6, ils seraient à caractère inflammatoire, ce qui n'est pas une très bonne chose. Puis en plus, qui fait comme créer une carence déjà existante par rapport aux bons gras. Donc, qui sont les oméga 3. Donc, déjà, qu'on n'en prend pas assez d'oméga 3, mais là, ça fait comme de créer une carence encore plus grande, ces oméga 6-là. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Donc, les oméga 3, ceux-là, du poisson et des algues, là. Fait que là, normalement, ça prendrait un ratio de 2 pour 1. Genre de 2 oméga 6 pour 1 oméga 3. T'sais. Alors que, dans la pratique, mettons, Chantal a décrit que souvent, il va y avoir 40 ou même 60
pour 1, 60 oméga 6 pour 1 oméga 3. Fait que, pour vous dire comment on est dans le champ. D'autres trucs pour prévenir les maladies cardiovasculaires, la vitamine E, vitamine C, toutes les bonnes phytovitamines, les fruits et légumes, hein, tout ensemble, là, tu sais. Les pigments, ça c'est dans les fruits et légumes. Les polyphénols, ça l'orgérine, il mentionne souvent aussi. Polyphénols, qui sont une sorte de pigments qu'il y a dans le vin aussi. Puis tout ce qui est antioxydant. La viande, c'est sûr qu'il semble y avoir un lien, comme elle dit, entre la consommation de viande et les maladies cardiovasculaires. Mais il faut dire que si tu manges plus de viande, mais tu manges aussi moins de végétaux et de légumineuses. Qui, eux autres, sont très winners. Fait qu'en tout cas, eux autres, je dis, je sais pas tout, eux autres non plus ne savent pas tout, mais on donne des guidelines qui sont déjà un peu plus fiables que ce que dit l'industrie pharmaceutique. C'est sûr que, comme encore là, si la viande n'est pas bio, ben, tu as plein de pesticides médicaments dedans. Fait que, chacun des facteurs, ce genre de facteurs-là, joue une partie dans le problème. Le gluten, ben, c'est que là, le blé, en ce moment, il est modifié en concentration de gluten, de sorte qu'il y en a 70 fois plus qu'avant, ce qui a encore là un effet inflammatoire. Quant au stress, comme elle dit, le lendemain d'un deuil, tu as 21 fois plus de chances de souffrir d'un infarctus, puis 6 fois plus durant la semaine qui suit. Quand on parle de deuil ou de cœur brisé, on peut même parler de syndrome du cœur brisé. C'est là que tu vois, c'est normalement que tu as un choc émotionnel, pour quelque raison que ce soit. C'est pas très bon pour ta santé. Fait que pas dire qu'il faut stresser encore plus quand tu en as un, mais il faut comme essayer d'en avoir moins, là, idéalement. Je dis ça, mais... Non, j'essaie, je fais mon possible pareil aussi. Comme tout le monde. L'air de rien. Bon. Là, je sais pas comment on est rendu dans le temps, mais ce que je veux vous montrer, c'est ce petit dépliant qui vient donc d'une certaine Nicole Renaud, là. NDA, membre de l'ANAC, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais ça a l'air bon, ça. Donc, un petit dépliant comme donné, hein, je cherche un meilleur verbe, là, mais ma mère, qui voyait mon intérêt pour ces choses-là, là, qui elle-même étudié en phytothérapie, entre autres choses. Fait que c'est assez un bon résumé, pareil, l'air de rien. Fait que, sans plus attendre, on va tout de suite passer au punch, avec un S, là, aux différents punchs de ce dépliant-là, parce que c'est ça. Donc, comme il dit, les statines, ça va bloquer là, le COA là, que je veux te parler. Là. Fait que ça, c'est pas bon. Comme elle dit, le docteur Sylvie Demers, comment le cholestérol... Oui, c'est vrai, Émile. Ils font vivre du stress, le gouvernement devrait tous les actionner. Ça c'est si on avait un système de justice qui fait le job. OK, c'est assez. Comment le cholestérol, une substance aussi essentielle à la vie, peut devenir une substance mortelle? C'est drôle, mais c'est vrai. Même une trentaine d'études réalisées avant 90 affirmaient qu'abaisser le cholestérol, peu importe avec une diète ou un médicament, ne protégeait pas contre les maladies cardiovasculaires. Oui, entend. Dès 1936, on avait observé une absence d'association entre le taux de cholestérol et le degré d'artériosclérose. On s'est aperçu que les personnes âgées, ayant un taux faible de cholestérol, souffraient autant d'artériosclérose que celles ayant un taux élevé. Ah ben, on dirait que ça n'a pas d'impact, ouais. Un professeur en médecine, c'est Rory Collins, était considéré comme le roi de la statine. On va revenir, c'est pour ça que je le dis vite, là. Le roi des statines dans le monde de la médecine et des sciences. Il avait même une travaux scientifique remarquable sur les statines pour lesquelles il a reçu plusieurs décorations. Il a admis s'être illusionné sur les bienfaits des statines, mais ne voulait pas inquiéter ses patients sur les effets toxiques. Il a préféré ne rien dire. Oh ben, pour ne pas perdre la face, hein, peut-être. Plus tard, il a dénoncé les experts rémunérés par les grandes industries qui disaient que les statines pouvaient sauver des vies. Est-ce que le cholestérol bouche les artères? En fait, là, il se rend compte que de plus en plus de leurs patients sont victimes d'accidents cardiovasculaires, même s'ils sont traités avec des statines, comme je le disais tantôt. Tu sais, remarquez, hein, je vais me répéter souvent, surprenez-vous pas, parce que l'approche que j'ai décidé de faire, comme vous pouvez voir, c'est je prends si je prends un médium, soit un livre, vidéo, tout ça, je le passe en rafale, tu sais, punch par punch, fait que c'est ça. Donc, d'ailleurs, le Nurses Health Study, là, avec la fameuse étude des infirmières, avait mis en évidence que 82% des événements coronariens pouvaient être attribués à 5 facteurs, mais aucun n'ayant
aucun n'ayant rapport avec une baisse de cholestérolémie. Ça revient encore à ce que l'on disait. Le cholestérol n'est pas une substance collante. Il ne constitue en rien de plaques d'anthérome et des caillots qui bouchent les vaisseaux. Ces plaques et caillots sont composés de plaquettes sanguines, ces petites particules qui circulent dans le sang et interviennent en cas de rupture vasculaire pour enrager l'hémorragie ou de fibrine et non du cholestérol. Par conséquent, le cholestérol n'est pas impliqué dans la biologie des plaquettes sanguines, ni dans la coagulation, ni dans l'obstruction de l'athérosclérose, ni dans l'inflammation de la rupture de lésion, ni dans les arythmies cardiaques, ni dans la capacité de résistance du myocarde, ni dans l'insuffisance cardiaque. Sauf que les statines, par exemple, elles agissent négativement sur les muscles sans nécessairement que la personne ressente des douleurs musculaires. Quand je vous avais dit que j'allais mentionner quand ça donne, ça c'est vraiment une des affaires qui revient tout le temps là, au niveau musculaire, les statines, en passant de main. Sauf que le statine peut occasionner le diabète. Regarde donc, toi, rien que ça, en passant, encore là, en passant de même. Comme je t'avais dit tantôt, c'est précurseur des hormones, les hormones sexuelles notamment. Fait que l'abaisser par la prise de statine peut affecter la vie sexuelle. Ouais, c'est plate, hein? Sans commentaire. Comme le corps de notre cholestérol se trouve dans le cerveau, tu comprends? Un cholestérol faible peut provoquer une dépression majeure, puis des comportements même suicidaires. C'est pas très bon, ça. Les statines augmenteraient significativement le risque de développer des cataractes. C'est la dernière page. Là. Il y a juste un petit point ici. Les statines augmenteraient la calcification des artères. Ça va bien, hein? C'est le contraire de ce que c'est censé faire. Et cette calcification est la plus dommageable pour les artères. Ah, bon, en plus. Elle est une cause de l'infarctus du myocarde. Contrairement au cholestérol sanguin qui n'a pas de lien. C'est dur d'être plus le remède est pire que le mal. Le mal, il fait pas qu'est-ce qu'on dit qu'il fait, puis le remède, oui. Puis quand on parle de crise de cœur, ce qu'on veut le plus éviter au monde. Je ris, mais c'est pas drôle, en fait. Les véritables causes ne sont pas le cholestérol, mais bien l'oxydation et l'inflammation. En fait, c'est compliqué, les véritables causes, là, on va y revenir, mais ouais. Bon! Youhou! On passe à un autre appel. Là, ce qu'on va faire, on va commencer un des 4 livres. On va commencer par celui qui n'est pas de Michel Delorgéril, donc la sommité d'où part vraiment tout ce que je dis, là, en fait, là, puis toute la remise en question de la théorie sur le cholestérol. Là. Philippe Evan, lui, il est assez connu, il est assez médiatisé, là, mais bon, ouais. Il a fait plus reprendre là, ce que dit Delorgéril, puis tu sais, il va plus mettons, à un niveau, on va dire, polémique, là, puis plus politique, puis dire ça n'a pas de bon sens, c'est une fraude. Ce qui est vrai. Mais... Fait que là, lui, la première affaire que j'ai notée, à la page 77, il me dit c'est une bonne expression. Lui, il est très bon dans son usage du langage. Il parle de la farce du bon et du mauvais cholestérol. Parce que, comme il dit, c'est un concept d'autant plus rémunérateur que simpliste, alors que rien ne tient dans cette vision manichéenne, tu sais, là. Donc, tu sais, là, bien mal, blanc, noir, etc., là. Ce qui est rarement approprié, mais en tout cas. Le parallèle que je ferais, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse théorie de lower the curve, il faut aplatir la courbe dans le temps de la COVID. Avez-vous remarqué comment que le cerveau humain aime ça? Des petites théories simplistes de même, qui sont simples, mais pas trop non plus. Pas trop simples, juste assez, là. Pas trop compliqué, mais pas trop simple. Tu sais, pour qu'on ait l'impression de se sentir bien intelligent quand on applique ça. Ben oui, il y a du bon et du mauvais cholestérol. Mais comme il explique les deux, salut Stéphane, c'est que ça a été un grand, grand succès au niveau justement de la propagande, cette affaire-là de bon et de mauvais cholestérol, parce que les gens ils ont fait « Ah oui, je me sens intelligent, là, j'ai compris quelque chose. » Mais c'est de la foutaise, en gros, OK, en passant. Comme il dit à page 107, aucun régime hypocholestérolémien n'a jamais diminué le nombre des accidents cardiovasculaires. Une autre preuve que ça n'a pas rapport à l'affaire de cholestérol. Tu sais, tu fais un régime qui est fait pour baisser le cholestérol, qui réussit, indépendamment des statines, puis tu ne réduis pas non plus les accidents cardiovasculaires. Plate, hein? Ouais. Page 120. Page 120, on va regarder ça ensemble. Hein?
il y a un beau petit trésor que je suis allé chercher. Regardez bien ça. Je vais vous le lire, là, ce coup-là. C'est pas pire. Les mortalités cardiaques les plus basses du monde sont observées chez les Inuits en Crète et au Japon, dont les régimes sont précisément riches en acides gras insaturés. Acides gras insaturés, ça, là, c'est quand on parle justement des poissons, dans le fond. Là, en gros, si on comprend bien, c'est des gras insaturés, c'est l'oméga 3, tout ça, c'est plus au niveau de la mer, là, des fruits de mer, puis quand c'est saturé, c'est plus au niveau de la terre, là, puis du bœuf, c'est bébelles là. Fait que donc ça c'est bon ça. Mais justement, regarde, c'est là qu'ils ont les meilleurs. Et sur ces bases, l'American Heart Association a tout de même recommandé que les adultes consomment une fois par semaine des poissons gras et régulièrement des acides gras d'origine végétale contenant des oméga 3 avec un ratio d'au moins 1 an. Fait que ici aussi, tu sais, les Inuits du Groenland nourris très tôt et toute leur vie de poissons riches en acides gras insaturés ne souffraient pas de maladies coronariennes. Beaucoup de Méditerranéens est également nourris de graisses végétales et de poissons, par exemple avec le régime crétois, on va y revenir, mais non celui de Corfou très occidentalisé, riche en acide linoléique et en fruits et légumes, souffrait de 3 à 4 fois moins de ces pathologies que les anglo-saxons ou les nordiques. OK? Là, fait que là, donc, tu sais, déjà, là, on a un hint de qu'est-ce qui se passe, OK? Puis aussi de c'est quoi les solutions. C'est là qu'on voit que de un, c'est beaucoup plus complexe. En fait, ça n'a rien à voir avec le cholestérol, à la limite, là. Mais, oui, ça a le rapport, par exemple, avec la notion des gras saturés versus insaturés. Encore là, tu sais, si tu es un vrai bon scientifique comme eux autres, tu n'arrives pas en disant j'ai la solution. Tu regardes les faits et tu dis hey, on dirait que ça marche. Mais tu sais, c'est sûr que là, si tu vas avec des affaires de base de même, genre, hein, regarde donc, toi, les Inuits, ils n'ont pas de problème. Hein, les Crétois non plus. Hein, les Japonais non plus. Ils mangent beaucoup de fruits de mer. Pas beaucoup de grosses viandes rouges, tout ça. Ça commence à ressembler à de la science, tu sais, pourquoi j'avais mis la page 139? D'avoir quelque chose d'intéressant là. Comme je dis, on va faire un peu nos bookworms à partir de là, mais. Ah oui, ça c'est pas pire. Comme dit, les maladies artérielles sont donc des maladies de la vieillesse. Elles sont la vieillesse elle-même. Une autre belle part du langage. Les éradiquer n'allongera que de quelques mois la durée de vie de la population. Je passe toutes les bouts qu'il a faites pour en arriver à ça, mais tu sais, c'est ça, c'est que. C'est surtout une maladie de la vieillesse si tu n'as pas eu un très très bon rythme de vie, là, puis des bonnes habitudes de vie. Là, fait que rendu là, c'est comme cholestérol ou pas, un moment donné, quand le cœur il saute, il saute. C'est vraiment comme une voiture, hein, quoi. Okay? Fait que c'est ça, il y a pas de. Ça sert à rien d'essayer de mettre une explication simple et fausse, comme c'est le cholestérol, alors que c'est un ensemble de facteurs. Puis que ça, ben, ça va c'est ces facteurs-là qui vont précipiter ta fin, ta point, qui risque de se matérialiser par un arrêt cardiovasculaire. C'est clair? Fait que, regardez, juste ça, là, le cholestérol, aucun rôle dans l'infarctus du myocarde, les AVC. Il peut avoir une corrélation, mais qui n'est pas une causalité. Oups! C'est une concomitance, c'est pas ma affaire, ça c'est à la base de la science. Salut rebelle. Fait que si je vous résume ce qu'il dit dans ce chapitre-là, c'est qu'en gros, donc, justement, il prouve un point après l'autre que corrélation, c'est pas causalité, qu'il n'y a pas de véritable lien entre le cholestérol et les maladies cardiaques, que c'est plus une question d'état de santé global, blablabla, je me répète, mais c'est ça, l'acide gras saturé, plus que de cholestérol en tant que tel. Du moment où est-ce qu'il n'y a pas une manipulation statistique, et notamment ce qu'on appelle des régressions linéaires logarithmiques, ou du retranchement de données s'égarant en trop de la moyenne. Je sais que ça fait des expressions fancy, vous voyez pourquoi je ne veux pas aller trop dans les détails, mais ça vous donne une idée du genre de petits tours de passe-passe qui font qu'après ça, une année, tu peux faire ah ben oui, il y a un lien, c'est ça. Moi, je me souviens pas tout de mes maths 436 puis 536, mais les autres, là, les logarithmes puis exponentiels, ils connaissent ça, puis ils savent quoi faire avec ça. Un peu plus tard dans son livre,
il va nous montrer que pas juste lui d'ailleurs, hein, mais ce qui est un point vraiment central de tout ça, qu'il n'y a pas de réelle évidence au niveau de l'efficacité des statines, donc pas de réelle preuve, alors que les dangers, eux, des statines sont vraiment plus que réels, comme je disais tantôt. Là, 247, ouais, ça, il y a quelque chose de pas pire. Là. C'est ça, regarde. Ces gars-là, les autres, là, membres de l'Académie des sciences américaines, éditeur en chef démissionnaire de ce journal-là, ils ont écrit La main dans le sac et la vérité sur les compagnies pharmaceutiques, tous deux aux éditions du Musée au Canada, ou encore Our Daily Meds. Fait que, tu sais, comme il dit, ne pas lire ces ouvrages, c'est accepter de ne rien comprendre au fonctionnement et aux dérives du trop d'essais cliniques, de trop d'essais cliniques et à l'industrie pharmaceutique en général. C'est vouloir être médecin en refusant de connaître le médicament. Ces livres devraient être obligatoirement au programme de nos facultés, lus, analysés et commentés. Sur tout cela, rien n'éclaire mieux que les grands rapports qu'on consacre à l'industrie pharmaceutique. Fait que, tu sais, je sais pas si vous cachez, là, c'est pas rien que le cholestérol, c'est pas rien que la COVID, il y a un dysfonctionnement majeur, structurel, depuis très longtemps, à ce niveau-là. Là. Raoul t'en a beaucoup parlé. C'est sûr que, tu sais, si tu comprends pas ça, puis tu es encore là, ta tête dans le cul, puis tu te dis, ben oui, ils sont gentils, puis t'as vraiment pas compris plusieurs choses de base. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment nous blâmer? Tu comprends? Même lui, il dit les médecins devraient être informés de ça. C'est même principe par rapport à la vaccination en tant que telle. Là. Même pas juste la vaccination, sans parler de la vaccination COVID. Okay? C'est toutes des fraudes, ça, mais c'est quelque chose hein, quand tu prends conscience de tout ça. Là. Mais c'est ça. Fait que, OK, on change de livre. Là, on serait rendu, dans le fond, au premier à Michel Delorge-Géril, OK? On rentre dans le... tu sais, le pire, j'ai déjà tout dit, là. Hein? Mais je continue. Je continue parce que c'est trop du beau matériel. Puis, écoutez, ça va faire un plus long live, mais je sais pas si vous voyez là, ce que je vous sauve comme temps, en réalité. Là. Parce que là, c'est pas rien... Lire 4 livres de même, OK, c'est sûr que aujourd'hui, mettons, là, je me suis mis là-dessus comme un seul homme, là, je me suis fâché, comme on dit, là, puis j'ai été tout relu, mais il fallait quand même que j'ai lise une première fois. Puis après ça, quand tu lis, ben, tu fais des prises de conscience, des remises en question, c'est long, ce processus-là. Puis en plus, on a nos vies, hein, en passant, je sais pas si c'est bien marqué. Fait que, tu sais, trouver un petit temps par-ci, par-là, peut-être un manque de motivation. C'est tout ça que je vous sauve, OK? Puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas juste de dire hey, en gros, c'est une arnaque le cholestérol. Non, what's the point? C'est d'aller chercher les un peu d'éléments convaincants. Hein? Right? Bon. Alors c'est ça. Allons-y. Fait que là, comme je vous dis, je vais vraiment encore plus là, juste vous lire des bouts, mais c'est bon. Au moins c'est bon. Puis même que c'est les meilleurs. Les best-of. Hein? Fait que là. On va commencer par la page 16. OK? Parce que c'est ça que j'ai noté. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai noté ça. Ah ouais. Tu sais, la marchandisation du savoir médical et de la santé dans nos sociétés. C'est un processus qui peut prendre des aspects très variés suivant les contextes. Et je peux citer de nombreux exemples dans cet ouvrage, mais avec l'article de Destination Santé, on suppose qu'on voulait très ponctuellement nous dire de bien des médicaments qui étaient faits dans donc, c'est pas seulement les médias généralistes. On dirait que ça sort moins bien quand je lis ce bout-là. Fait que je vais... Ah oui! Regardez, comme il dit, la désinformation à l'œuvre, OK? Comme il dit, là, c'est un texte qu'il a pris dans un média, en fait, sur Internet, là, mais comme il dit, tout n'est pas faux dans ce texte, mais sauf que, ce texte est révélateur d'une façon de désinformer le public qui ressemble un peu aux techniques de Camelot sur les boulevards. Dans un premier temps, on rappelle l'ampleur économique et médicale du problème, qui est incontestable au niveau des problèmes cardiovasculaires, puis on diffuse des informations fortement inspirées du marketing industriel dont le contenu est, sinon totalement faux, du moins extrêmement exagéré,
mais qui ont, dans le contexte créé par le rappel de la tragédie des maladies cardiovasculaires, toutes les apparences à des solutions possibles, donc des remèdes efficaces. Voilà comment se diffuse l'information médicale de cette époque, sachant qu'elle est présentée de la même manière par la presse, spécialisée ou non, mais aussi par les sites Internet créés et entretenus par l'industrie pharmaceutique dans le but d'informer les médecins. Par exemple, la formation permanente post-universitaire des cardiologues américains est en grande partie assurée sur Internet par des sites de l'industrie pharmaceutique en liaison directe avec la Corporation professionnelle des cardiologues américains, qui, comme ses cousines européennes ou françaises, ne survit directement que grâce aux subventions des grandes entreprises de l'industrie pharmaceutique. Or, comme ces subventions sont d'une façon ou d'une autre proportionnelles aux profits des entreprises donatrices, on voit qu'il y a l'intérêt de ces corporations que les profits soient conséquents. Fait que... pas pire, hein? On va aller à la page maintenant 47. Nous avons assisté avec les années... ok, on va le regarder, ça va m'aider. Nous avons assisté en quelques années, avec les essais cliniques célébrant les miracles des statines, à une désagrégation des méthodes et de l'éthique scientifique. Les absurdités, les contradictions et incohérences, les mensonges de certains, les gaffes des autres ont dessiné un paysage totalement nouveau dans ce champ de la médecine. Il est impossible de prouver, comme le feraient des politiciens, que des malversations ont eu lieu, que de la désinformation a couru, que des ententes malsaines ou des complots ont été montés dans ces cas précis. Toute chose qui permettrait la classique séparation du bon grain du vrai et de dire que finalement, on pourrait tirer telle ou telle conclusion. Le résultat est qu'il règne toutefois, désormais, la plus grande confusion, et que cette confusion survient au moment même où les industriels, les mêmes qui commercialisent les statines, sont surpris la main dans le sac dans l'affaire des Coxil, médicaments anti-inflammatoires de dernière génération. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que je sais pas si, à force que j'en parle, ça vous aide d'avoir une idée un peu plus claire, exhaustive, complète du problème. J'espère. C'est le but. Là, les LDL, tu sais, OK, les fameux supposément mauvais cholestérol, là. Le rôle des LDL, finalement, dans les maladies cardiovasculaires n'a pas été confirmé. OK? Ces LDL ne sont pas importants dans la maladie cardiovasculaire humaine, on peut se demander si les LDL ou vilain cholestérol eux-mêmes sont importants. T'sais. Donc, quelque chose que je vous avais parlé tantôt, là, c'est plus juste une sorte de confirmation. 97. Regardez ça. Direct là. Tu sais, abaisser le cholestérol n'empêche pas de mourir du cœur. 123. Ah ouais. Il décrit les erreurs d'Antoinette. OK? Mais tu sais, quand il dit Antoinette, là, c'est un personnage fictif en voulant dire la petite madame typique qui a décidé de suivre les recommandations des médecins, là, en gros. Là. Puis de baisser son cholestérol à tout prix. T'sais. Fait qu'elle dit, comme il dit, en fait, cette personne-là, ou donc monsieur, madame, tout le monde qui font tout un peu ça, là, puis comme mon médecin souhaiterait me voir faire aussi, parce qu'en passant, tout ça vient beaucoup du fait que mon médecin a vu cette tactique que j'avais un cholestérol élevé. Fait que là, elle se dit, ben, je vais te mettre tes statines. Fait que... d'ailleurs, cette vidéo-là, je vais lui transmettre. J'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser. Fait que là, comme elle dit, la première erreur, c'est de consister à croire que toute diminution du cholestérol dans le sang est immanquablement associée à une diminution du risque cardiovasculaire. Ce postulat est faux, parce que, comme on dit, certains... on a vu qu'il y a plusieurs régimes ou traitements anticholestérol qui sont même dangereux, en fait. Puis, comme je dis, ce qu'il faut comprendre, que j'ai jamais dit dans les publicités vantant les aliments anticholestérol, c'est que certaines modifications du mode de vie, qui sont clairement associées à une diminution du risque d'infarctus et de décès cardiaque, peuvent entraîner une augmentation du cholestérol dans le sang. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est bien pour dire, hein? Au moins deux de ces modifications sont méconnues. La consommation de gras ou d'huile de poisson et celle d'alcool, y compris modérément. Il revient dans un autre de ses livres, je vais tout de suite le dire, comme ça va me sauver ça quand je vais être rendu là. C'est que, comme il dit, ça enrage beaucoup, ça, les scientifiques qui sont
supporteurs de théorie du cholestérol parce que ça ne fit pas du tout avec leur théorie. L'acide gras, insaturé, là, comme l'huile de poisson, puis ça, plus l'alcool, OK? Modérément. Ça, c'est Lorgeril lui-même qui l'a démontré. Ben, ça va te faire. Ça prévient les maladies cardiovasculaires, mais ça a pour effet de monter le cholestérol. Fait qu'il y a où le gag, là? Fait que. La deuxième erreur d'Antoinette, on peut la formuler sous forme de question. Est-ce que beaucoup de cholestérol dans son assiette va entraîner une augmentation du cholestérol sanguin? Antoinette, elle va penser que oui, on ne peut pas y reprocher cette conviction puisqu'elle est partagée par certains experts non cliniciens. D'autres experts minimisent cet effet du cholestérol alimentaire sur le cholestérol sanguin. Certaines graisses alimentaires tendent à augmenter le cholestérol, c'est le cas des graisses saturées, tandis que d'autres tendent à le diminuer. C'est le cas des graisses insaturées, qu'elles soient mono ou polyinsaturées. D'autres lipides alimentaires, les acides gras trans, augmentent aussi le cholestérol. Certains experts incluent le cholestérol alimentaire dans leur équation des instruments à faible coefficient. Autrement dit, chez certaines personnes, le cholestérol alimentaire va influencer le cholestérol sanguin, tandis que d'autres, il n'y a pas d'effet. En moyenne, l'effet il est faible ou négligeable. Fait que, c'est ça. De toute façon, c'est pas bien important en termes de risque cardiovasculaire. La condition est évidente étant que c'est un faux problème. Fait que, puis là, la troisième erreur, je ne l'ai pas trop... c'est quoi la troisième erreur, là? On regarde là comme faux, t'as raison. Est-ce que le cholestérol alimentaire peut être nocif sur la santé indépendamment de son effet sur le cholestérol sanguin? Ce que j'ai noté, c'est surtout, regardez ça c'est pas pire, au niveau des œufs, exemple. Faut faire attention à consommer des œufs ayant une composition en acides gras adéquate. Il y a des industriels qui ont maintenant compris l'importance de cet enjeu et proposent des œufs dont la composition en acides gras est proche de celle des œufs des poules grecques vivant en totale liberté. Tu sais, les fameux poulets de grains, là. Ces poules sont simplement nourries avec des aliments proches de ceux que trouve la poule grecque. Donc voilà, une rassurante collaboration entre agriculture, élevage, industrie, sciences et médecine. Fait que tu sais, quand on dit que le diable est dans les détails, là, c'est ça, je pense que c'est Slam Pop tantôt qui parlait, les fameux 3 œufs ou 4 œufs qui nous disaient faut pas que tu manges plus que, c'est encore une niaiserie, c'est plutôt une question de quels œufs tu manges, tu sais. Quelles poules ont pondu ces œufs-là, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, quand on parle de santé puis de corps, si quelqu'un arrive avec une affaire mécanistique puis simpliste, on devrait vraiment encore plus se mêler quand on sait comment c'est complexe. Certaines études ont même montré une relation positive entre les concentrations. Les phytostérols, c'est ça. C'est comme toutes les margarines, là, OK? Ouais, là, on va parler de ça. Tu vas voir, c'est assez spécial. OK? Parce que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans ce livre-là, même dans cette section-là, la question des margarines, puis que je vais probablement mettre en pratique moi-même dès maintenant. Là. Vous allez voir ce que je veux dire. Fait qu'on on va aller un petit peu dans le détail de tout ça, là, quand même. C'est même beau de juste dire avec une vérité générale, on peut aller un peu plus dans le spécifique à un moment donné, puis dans le plus utile, conséquemment. Hein? Fait que, OK. Certaines études, tu sais, étrangement, là, au-delà du fait que la margarine ne va pas nécessairement te réduire ton cholestérol. Tu sais, à beau réduire ton cholestérol encore là, ça ne va pas réduire ça ne durera pas tes maladies cardiovasculaires. Certaines études ont même démontré une relation positive entre les concentrations sanguines de phytostérol, qui viennent donc de la margarine, et le risque d'infarctus, en totale contradiction avec les burlesques extrapolations sur la diminution du risque d'infarctus avec la consommation de phytostérol. De même, un spécialiste français des lipides, généralement très modéré dans ses affirmations, écrivait récemment à propos de cette prétendue diminution du risque d'infarctus avec le cholestérol. Aucune étude chez l'homme ne permet de corroborer cette hypothèse. Au contraire, des doutes apparaissent et des questions sont posées. Tous les experts, sur la base de publications incontestables, reconnaissent que la consommation de ces fortes doses de cholestérol empêche l'absorption digestive de certaines vitamines liposolubles, notamment les caroténoïdes. Qu'est-ce que personnellement, donc j'en conclus, on parle de l'orgéril,
encore une fois, qu'une forte consommation de polystyrol pourrait augmenter le risque de cancer du côlon et du rectum. En outre, vu l'absence d'intérêt de polystyrol sur le plan cardiovasculaire et même le danger potentiel qu'ils peuvent représenter, vu leurs effets néfastes sur les caroténoïdes ayant un effet potentiel sur le risque de cancer du sein chez certains individus, je suis amené à penser que ces substances représentent plus un danger pour notre santé qu'un bénéfice, en conformité avec les question de précaution, blablabla. Après ça, il va expliquer que l'huile de colza, pour lui, en tout cas, si on veut manger de la margarine, moi, je pense que c'est ici ça qui en parle, justement. Il fait une section pour les professionnels et les curieux. Là. Ils disent les seules exceptions étant les margarines fabriquées à partir de colza et une margarine de cette sorte avait été testée, c'est écrit petit, hein, avec succès dans l'étude de Lyon, avec des résultats extrêmement positifs. Pourquoi le colza serait-il différent des autres oléagineux? Simplement à cause de la composition d'acides gras du colza, pauvre en saturés et en oméga 6, mais riche en monoinsaturés et en oméga 3. C'est l'idéal pour la prévention de l'infarctus, selon la théorie générale de la diète méditerranéenne, à laquelle on va évidemment revenir. En général, et au moins en France, les professionnels de la santé, particulièrement en cardiologie, ont adhéré à ces idées, tandis que le grand public continue hélas à consommer des margarines pauvres en acides gras monoinsaturés et en oméga 3 et riches en oméga 6. Je fais mon meilleur culpa moi-même, je suis un peu dans ce panneau-là. Pour les chercheurs, les trans n'étaient donc pas les seuls coupables dans les échecs des margarines. Leur richesse en oméga 6 et leur pauvreté en oméga 3 participaient au déséquilibre nutritionnel des populations occidentales de l'époque, et ce, par ce biais, favorisant l'émergence de nouvelles épidémies de maladies chroniques et sans diminuer le risque de cardiovasculaire. Fait que, tu sais, encore là, c'est bien pour dire. Où est-ce que je suis rendu? 133. Ouais. Les régimes anticholestérol classiques peuvent être dangereux, carrément. Puis si vous avez compris quoi que ce soit dans ce que j'ai dit jusqu'ici, vous seriez censé comprendre pourquoi. Si le cholestérol est essentiel, on ne peut pas le baisser sans que ça soit dangereux. Là, un peu plus tard dans le livre, il parle de différents scandales médicaux, biopharmaceutiques, tout ça, comme, mettons, celui du sang contaminé, du Vioxx, puis du Coxib, là, tu sais, il en avait parlé un peu tantôt. C'est tout encore des affaires que, tu sais, il y en a eu plein. Tu sais, c'est comme ça finit plus la liste. Fait que, tu sais, ceux qui disent qui sont nés de la dernière pluie, dans le fond, là, tu sais, qui d'arriver la COVID, puis disent, ben oui, comme, le gars a dit qu'il suivait la science, puis on suit la science, puis tu sais, les médecins, ils ont raison, hein, tu sais. Comme elle disait Chantal Dumas, c'est comme si nos nouveaux prêtres, là, tu sais, on a remplacé les prêtres par les médecins, fait qu'on va pour du cash qu'ils nous disent, ils ne menteraient pas. C'est pas. Regarde, c'est vraiment pas infaillible, pas en tout. Il n'y a pas si longtemps, c'est presque encore des saignées, ce monde-là. Là. C'est vraiment la seule différence entre la science médicale et toutes les autres sciences qui évoluent toutes à tâtons et puis sur le principe de l'essai-erreur, on s'entend, c'est la base même de la science, ben, c'est que ils vont plus s'empêtrer dans des dogmes, parce que justement, c'est plus émotionnel, la santé. Fait qu'ils vont dire ceci est la vérité. Mais c'est pas nécessairement la vérité, au contraire, c'est comme. Ouais, c'est tannant. Fait que. Page 168. Rue Dieu, ouais. Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi le petit trésor que j'ai spoté là, moi, là? 166. La consommation massive de statine a-t-elle entraîné une diminution de la fréquence des infarctus? Évidemment, vous comprendrez que s'il formule comme ça, c'est parce que la réponse est non. Hein? Les chiffres indiquent que la fréquence des infarctus est restée, comme en Angleterre, si on parle des États-Unis, désespérément stable, tandis que les besoins en tests diagnostiques ne diminuent pas. Pire, ils augmentaient. Maintenant, qu'est-ce qui se cache à la page 170? Pourquoi expliquer l'échec des statines, là où le colza réussit? Donc, c'est ça. Fait que, c'est encore là, en disant ça, ça dit bien des choses. Là, fait que, pourquoi prendre des cochonneries comme les statines qui ne marchent pas quand tu peux appliquer un principe de base de la médecine selon Hippocrate, du moins, qui est bien sûr celui voulant que l'aliment soit ton médicament. Hein? Ting! OK, là, on va faire un gros saut, comme je disais, là,
Il y a toute cette partie-là, toi, qui parle des statines, OK? Fait que moi, excusez, ça m'intéresse pas, là. Ça finirait plus. Là, je vous perdrai pour vrai. Là. On va jumper ici, puis comme elle dit, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Il dit, toute la production scientifique concernant la diète méditerranéenne, qui est la solution en passant, et tous les domaines apparentés de la recherche disent la même chose. Cette façon de vivre, diète méditerranéenne, plus exercice physique, plus joie de vivre, pourquoi pas, hein, est une sorte de garantie contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, les dépressions, les maladies dégénératives des os, ainsi que des nerfs, des démences, et les maladies inflammatoires chroniques des articulations ou des intestins, ou bien d'autres pathologies. Hey! Avez-vous remarqué que ça revient pas mal à de la médecine dite holistique? Hey! Si tu parles d'affaires flyées, tu sais, il faudrait vraiment que ce soit un vrai grano pas crédible, hein, ce docteur de l'Orgérie-là. Le problème, c'est qu'il est un vrai médecin très, 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 très crédible. Justement. Puis, si tu prends qu'est-ce que la naturopathe, Chantal Dumas, dit encore, comme tu peux voir, les grands esprits se rencontrent, mettons. OK. Fait que là, si on y va ici, oh my God. Ben, tu sais, il décrit dans le fond les avantages, le pourquoi là, que ça fonctionne, là, la diète méditerranéenne. Je le mets de même, là, mais tu sais, je ne vais pas le lire, ça finirait plus. Hein. Puis de toute façon, il va en reparler plus tard, monsieur. Il y a un autre livre, en fait. Ah, le revers de la médaille au niveau de l'agriculture moderne. En fait, c'est que, comme il dit, ça a certes démontré une chose, cette fameuse agriculture-là, c'est qu'on peut désormais faire pousser presque n'importe quoi, n'importe où. L'agriculture intensive utilisant de nombreuses, par ailleurs, vu qu'elle utilise de nombreux produits toxiques, puis des chimiques et donc toxiques, il produit des aliments dont le goût et les contenus réels en vitamines, minéraux et autrement n'ont rien à voir avec le même aliment cultivé sur des territoires traditionnels et consommés en saison. Fait que, tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, autrement dit, grâce à ces super produits chimiques-là, tu peux cultiver n'importe où, mais là, c'est pas du tout une garantie. Au contraire, que ce sol-là va être riche puis approprié, hein, plus qu'il faut. Plus que on se base après ça sur le produit chimique pour faire la job à la place. Hein? Fait que, comme il dit, après à la place, à titre d'exemple, on revient avec l'exemple des poules. Là. Les œufs des poules grecques laissées en liberté ont une composition en acide gras totalement différente de celle des œufs de supermarchés américains pondus par des poules encagées et nourries au grain de maïs. La poule grecque se nourrit de petits insectes, herbes et graines sauvages riches en acides gras oméga 3, car la nature est riche en oméga 3 et pauvre en oméga 6, tandis que le maïs ne contient pas d'oméga 3. Fait que... hein? Ouais. 73, 72, 73. Par rapport à ça. Excusez. Là, dans le fond, je suis rendu à la page 77. Ouais, c'est ça que je voulais dire. D'où viennent les idées fausses? Belle phrase, c'est un beau principe. Là, on va aller là-dedans. D'abord, on choisit une politique, puis on construit l'argumentaire pour soutenir cette politique. Bon, hein? Et les lecteurs comprendront que lorsqu'il s'agit de vendre quelque chose, que ce soit une voiture d'occasion ou un médicament, on procède de la même façon. Et les éléments choisis sont répétés, reformulés, peaufinés jusqu'à ce qu'ils paraissent clairs, cohérents et convaincants, jusqu'à ce que ceux qui les présentent y croient pleinement eux-mêmes. Hey, coudonc, ça vous fait pas penser un petit peu aux techniques de brainwash? Genre celles que le gouvernement a pris systématiquement pendant la COVID? Gardons. C'est ça. Fait que, on pourrait me dire que les scientifiques et les médecins sont différents, qui sont de grands esprits objectifs et désintéressés, ou que leur seule préoccupation sur la diminution des souffrances, le bonheur de l'humanité pour les uns et pour la grandeur du savoir universel pour les autres. Alors, désolé, ce n'est pas le cas. Comme j'ai osé le dire un peu plus haut, c'est pas la majorité sur cette planète. Les médecins scientifiques nagent dans les mêmes eaux saumâtres que tous les lecteurs. Ils sont tout autant des marchandises que nous tous, finalement. Je pense vraiment qu'ils sont un peu comme ces... ils divaguent un peu, là. Là, 80...
81, il est censé avoir quelque chose. Ah oui, comme il dit, il y a aujourd'hui, outre une censure implacable, une intrusion violente des forces de vente dans les milieux médicaux et scientifiques. Dans un article récent de la revue, l'auteur dénonce le fait que les journaux médicaux soient subrepticement devenus des extensions of the marketing arm of pharmaceutical companies. Puis, ici, là, il dit des fantasmes. Ah, mais Angel et Cassirer sont deux éditeurs, je pense qu'on n'avait pas été tantôt, deux éditeurs, ex-éditeurs en chef de la vieille école, là, de prestigieux journaux américains, dont ils ont été violemment remerciés au début de ce siècle, sous prétexte d'incompatibilité avec la politique éditoriale de leurs journaux. Encore ça, c'est censé vous faire une impression de déjà vu, ça, là, par rapport à la COVID, qu'ils avaient auparavant servi pendant plusieurs décennies. Ils ont tous les deux publié leurs témoignages avec les titres suivants. The Truth About the Drug Companies, How They Deceive Us and What to Do About It. On the Take, How Medicine's Complicity with Big Business Can Endanger Your Health. Une des plus subtiles stratégies est de placer... Ah oui, ça, regardez comment c'est bon. Puis c'est vrai pour pas juste... l'industrie pharmaceutique et la médecine, c'est vrai pour tout à l'heure. C'est tout là, ce qu'on appelle la pyramide Illuminati, c'est exactement ce mode de fonctionnement-là. Une des plus subtiles stratégies de placer des hommes sûrs au cœur de ces agences par le simple jeu des recrutements des fonctionnaires ou des employés de l'industrie. Ces hommes, à tout faire, commencent en général leur carrière dans l'industrie, puis ils travaillent pendant quelques années dans les agences gouvernementales avant de bénéficier de généreuses promotions à leur retour dans leur giron naturel, qui est l'industrie de leur début. On imagine aisément les rituels qu'on doit respecter lors de ces passages et passations pour pouvoir bénéficier au maximum de ces jeux de chaises valseuses. Tu sais, l'espèce de connivence entre le privé et le public qui est typique de nos sociétés puis qui est censé être typique du fascisme à base, en fait. En contrôlant astucieusement les agences gouvernementales, la société spectaculaire et marchande a su donc s'affranchir de toute possibilité de contre-pouvoir réel actif. Mais elle fait beaucoup mieux que les pires dictatures, puisqu'elle sait, dans le même temps, autoriser leur existence, ce que ne laissent jamais faire les polices politiques, et leur donner toute l'apparence de l'efficacité. Et j'oserais même dire aussi de la crédibilité. Ah oui, puis il y a un autre élément de pourquoi que tout ça a lieu. Ben, c'est comme il dit, c'est le principe de ne pas perdre la face, puis de faire bonne figure, qui fait en sorte que, tu sais, même les gens, que ce soit médecins ou pharmaceutiques, qui finissent par comprendre qu'il y a une arnaque, le diront pas. Tu sais, c'est trop... ils ont trop à perdre au niveau que ce soit de leur amour propre ou en fait même de retomber, de leur crédibilité et donc de leur carrière. C'est ça. Encore là, ça s'applique à bien des choses. D'ailleurs, pour conclure de façon plus globale, regardez comment c'est bon ça. Voici un magnifique texte de Debord. La Boétie a montré, dans le discours sur la servitude volontaire, comment le pouvoir d'un tyran doit rencontrer de nombreux appuis parmi les cercles concentriques des individus qui y trouvent ou croient y trouver leur avantage. Et de même, beaucoup de gens, parmi les politiques et médiatiques qui sont flattés qu'on ne puisse les soupçonner d'être responsables, connaissent beaucoup de choses par relation, par confidence. Celui qui est content d'être dans la confidence n'est guère porté à la critiquer. Tu sais, comme la confidence, c'est comme, on va dire... oups, voyons. Excusez, j'ai comme piqué sur un mauvais bouton. La confidence, c'est le principe d'être dans les on va dire les hottes, là, ou l'élite, la supposée élite de la société, là, dans la gang, on le voit au niveau artistique aussi, tout. C'est encore plus marquant pour ceux qui font partie vraiment de ce qu'on appelle le système, ou la matrice. Donc, ils font partie du gouvernement, ils sont payés par le gouvernement d'une façon ou d'une autre, soit policiers, tout ça. C'est comme, on est dans la gang, on est dans le secret des dieux. C'est pas vraiment le secret des dieux, mais tu penses que tu l'es, là, tu sais. Puis tu te bacs les uns les autres parce que tu as intérêt de toute façon, tu sais. Donc, celui qui est content d'être dans la confidence n'est guère porté à la critiquer, ni donc à remarquer que dans toutes les confidences, la part principale de la réalité lui sera toujours cachée. C'est le principe de la pyramide Illuminati encore. Chaque étage connaît ce qu'il a besoin de savoir. Il connaît, par la bienveillante protection des tricheurs, un peu plus de cartes, mais qui peuvent être fausses, et jamais
la méthode qui explique et dirige le jeu. Il s'identifie donc tout de suite aux manipulateurs et méprise l'ignorance qu'au fond, ils partagent. Car les bribes d'informations que l'on offre à ces familiers de la tyrannie mensongère sont normalement infectées de mensonges incontrôlables et manipulés. Elles font plaisir pourtant à ceux qui y accèdent, car elles se sentent supérieures à tous ceux qui ne savent rien. C'est une fausse supériorité, tu sais, évidemment. Mais ça fait du bien à l'ego, tu sais. C'est un complexe d'infériorité à travers tout ça, là, est omniprésent. Là. Elles ne valent du reste que pour mieux faire approuver la domination et jamais pour la comprendre effectivement. Elles constituent le privilège des spectateurs de première classe, ceux qui ont la sottise de croire qu'ils peuvent comprendre quelque chose, mais en se servant de ce qu'on leur cache. Non en se servant de ce qu'on leur cache, mais en croyant ce qu'on leur révèle. Et vous remarquez, il y a ce phénomène-là aussi avec les éveillés. Tu sais que là, on se pense dans le secret des dieux, puis qu'on a tout compris, alors que, typiquement, ces gens-là n'ont pas nécessairement compris grand-chose tant que ça. Mon expérience, oui. OK. Là, il nous reste 2 livres, OK? Si vous me trouvez un peu prof à soir, mais dites-vous que c'est ça ma job à la base. Hein? C'est un peu normal. Au moins, là, je fais du vrai enseignement. En expliquant des vraies affaires à du monde qui veut réellement apprendre. Qui est très différent du système gouvernemental public. En tout cas. Donc là, on va faire ces 2 livres-là. Mais lui, là, j'aurais vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Puis de toute façon, chronologiquement, là, c'est lui le 2e, puis c'est le 3e, là, au niveau des livres de Lord Géril. Fait lui, il y a quand même pas mal de contenu. Là. Fait que, ouais. Mais c'est moins pire que les autres, pareil. Fait que tu vois, la première place, ça serait à page 21. Donc, Churchill, citant Mark Twain, disait qu'il y avait 3 types de mensonges. Les mensonges par action, les mensonges par omission et les statistiques. Fait que, quand au niveau du bon sens populaire, on fait dire ce qu'on veut aux statistiques, en fait, c'est ça qu'il dit, c'est vraiment pas si fou que ça. Là. Ça c'est un statisticien qui le dit. Quant à la propagande, c'est quoi la propagande? Regardez, mais ça, c'est une belle définition. Dans ce livre édifiant, ce gars-là, il dit que dans le fond, puis loin d'en faire la critique, cet auteur américain s'est proposé d'en perfectionner et d'en systématiser les techniques. Bernays définissait donc la propagande comme moderne, en fait, comme un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. Cette structure invisible qui lie inextricablement groupe et association serait le mécanisme que trouvait la démocratie pour organiser son corps, son esprit de groupe et simplifier sa pensée collective. Fait comme dit l'auteur Lord Géril, il dit, on voit ici que la propagande politique du 20e siècle n'est pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de la démocratie libérale américaine. Je me permettrais, moi, de rajouter je dirais plutôt que c'est un élément essentiel hein, de survie de n'importe quel régime socialiste, donc étatiste, qu'il soit totalitaire, que ce soit des social-démocraties comme aujourd'hui. C'est là une sorte de... C'est comme le cœur et l'âme, là, tu sais. Tu peux pas maintenir ton peuple sans ça. Fait que... mais évidemment, il n'y a pas que le gouvernement qui l'utilise. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose en partant, mais surtout avec le genre de propagande étatiste qu'on a. Mais évidemment, mais ça, c'est quelque chose que les compagnies ont très bien compris eux autres aussi. Puis, d'ailleurs, si on veut avoir une idée du plus grand retentissant succès de manipulation de l'opinion publique par la propagande, il faut raconter comment l'industrie du tabac a amené les femmes américaines à fumer, c'est-à-dire comment elle s'est attaquée au tabou qui, encore dans les années 1950, interdisait aux femmes de fumer en public. La technique fut d'associer cette cigarette à une forme de contestation de pouvoir sexuel des mâles. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple, donc, de, qu'est-ce qu'il disait ici, hein? Un effort cohérent de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est clairement ça avec l'affaire du cholestérol, là. Comme si c'était ça avec le COVID aussi. Tu fais de la propagande pour arriver à un objectif. Dans leur cas, c'est très simple, c'est faire de l'argent. Fait qu'il ne faut pas s'énerver là, ou s'étonner si on prend ces termes-là. Parce que c'est ça. Bon. Fait que... OK. Alright. Ça, ouais. J'espère que là, ça va bien. Ah oui, comme il dit, c'est tout ce qu'on appelle les...
c'est juste d'autres termes pour dire la même chose, mais les notions de spin doctors, le spin, hein, ça veut dire que tu recycles toujours la même affaire, ou de storytelling, tu sais, tu inventes un gros scénario. La meilleure façon de vous expliquer ce que ça veut dire ces termes-là, c'est de prendre l'exemple, comme il dit, de George Bush, fils, là, au niveau de la guerre en Irak, tu sais. Spin doctors du storytelling. Il faut détruire les armes de destruction massive, blablabla. Même chose après ça au niveau de la guerre contre le terrorisme, contre Ben Laden, tout ça. Tu sais, c'est oui, tu sais, War on Terror, encore une fois, un narrative, un storytelling, une histoire à raconter, avec des spin doctors qui relayent ça tout le temps. Mais c'est ça, c'est les mêmes techniques, encore là, pour le cholestérol ou pour la COVID. Hein? OK, regardez bien ça c'est bon. Les sociétés savantes en France. Lors de la publication de son livre précédent, là, les sociétés françaises ils se sont manifestés pour condamner le livre sans même que leurs membres aient eu le temps de le lire. Pourquoi un tel refus du débat scientifique? Parce que ces sociétés entretiennent des liens anciens ou étroits avec l'industrie pharmaceutique. Leurs dirigeants connaissent bien le cholestérol, les médicaments qu'ils font baisser et aussi l'entreprise qu'ils vendent. La Société française de cardiologie a partie avec des intérêts financiers colossaux, ceux des médicaments, au premier rang duquel les statines. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas interdit, c'est un conflit d'intérêts, rien de plus, et nous devons en tirer les conséquences. Les avis et recommandations de la SFP sont influencés obligatoirement par ces liens privilégiés et n'ont pas de valeur objective. Carrément. Plusieurs des dirigeants de la SFC sont à titre personnel des liens financiers avec les laboratoires qui vendent des médicaments hypocholestérolémiants. Blablabla. Bon. Voilà, page 63. Bon, fait que là, ah oui, Ansel Keys, qui a fait un personnage assez important dans l'histoire du cholestérol, là. Il a lui-même critiqué Thomas cette thèse. Il dit: chez l'homme adulte, le cholestérol sanguin est sans relation avec l'ingestion alimentaire du cholestérol. Fait que, à place, ce qu'il a démontré, c'est que c'est pas le cholestérol du régime alimentaire qui fait augmenter le taux de cholestérol sanguin, ce sont les autres graisses, notamment les graisses saturées animales, et que manger trop de graisses saturées animales, c'est ça qui peut provoquer un infarctus. Mais encore là, est-ce que c'est aussi simple que ça? Même pas, là, tu sais. Alors, on discute un peu cette thèse-là. À un moment donné, je viens qu'on s'y perd, mais tu sais, vous comprenez, il y a que certaines grandes lignes pareilles. Ah, ça, c'est bon, ça. Publier ou ne pas publier, telle est la question. S'abstenir de publier, on peut parler de mensonge par omission, est une réalité bien connue dans les sciences de la vie. Tout à fait catastrophique pour le développement du savoir scientifique. Pudiquement, entre professionnels, on appelle ça des biais de sélection. Ça signifie que les scientifiques ne publient que ce qui est conforme à leur idéologie et pas ce qui est susceptible de s'y opposer. Beaucoup se laissent aller à ce type de désinformation en ne publiant qu'une partie des données qu'ils détiennent dans une étude particulière. C'est aussi un biais de sélection. Ce fut à un moment donné tellement calamiteux dans les sciences de la vie, et en particulier dans les sciences des médicaments, que dans la plupart des pays démocratiques, toute étude sur des personnes doit désormais être déclarée à une administration et les résultats doivent toujours être publiés, même s'ils ne sont pas favorables aux médicaments que l'on espère commercialiser. Mais ça, c'est ça. Hein? C'est une biais par omission. Comment on va en avoir vu dans le bout de la COVID, ça? Hein? Mais encore maintenant. On s'entend dessus les effets nocifs des vaccins. C'est tout tabou, censuré, passant en dessous du chose. C'est pas mal de la grosse omission. 67. 67, c'est ça que je viens de faire. Ouais, c'est 74 que je vais aller. Fait que là... ouais, l'étude des 7 pays, hein? Donc, c'est la première qui va avoir clairement défini la diète des Méditerranéens comme étant l'origine de l'immunité dont bénéficient les Méditerranéens contre l'infarctus du myocarde. On avance. Là, je suis rendu à la page 114. Le French Paradox. Ouais, ben c'est ça, j'en parlais tantôt. Là, c'est ça que je disais. Et lui, il avait publié dans le Lancet cette preuve-là, comme quoi que une légère consommation d'alcool va diminuer l'agrégation plaquettaire. Une idée qui est maintenant généralement acceptée. Hein, évidemment, j'en ai dit qu'il a pris un peu moins de temps à rentrer dans l'opinion publique. Hein. Il n'y a plus grand doute pour les gens que la consommation modérée d'alcool diminue le risque d'infarctus. Mais ça fait incidemment aussi monter le cholestérol. Comment t'expliques ça?
Même chose pour les gras, les acides gras d'oméga 3, là, de poisson. Là. Bon, c'est ça. OK. Fait que si vous êtes fatigué et tanné, ben dites-vous que moi aussi. Mais là, le pire, c'est que après ces affaires-là, il faut que je fasse ma petite discussion personnelle à la fin. Hein. On s'entend, il faut que je fasse quand même mon petit laïus aussi. Peut-être que vous allez trouver ça plus intéressant aussi, on ne sait jamais. Fait que si le cholestérol est innocent, peut-on faire n'importe quoi? Party time, là, tu sais. La réponse est négative, c'est même le contraire. Mais si nous devons faire attention, c'est à autre chose qu'au cholestérol. En effet, ce que je montre, c'est que les régimes et les médicaments anti-cholestérol sont inefficaces pour préserver notre santé et sauver nos vies. L'innocenter du cholestérol veut seulement dire que le cholestérol ne doit pas être la cible de notre effort de prévention. Ça ne veut pas dire qu'on se fout de tout et qu'on fait n'importe quoi. Alors, quelles sont les cibles à privilégier? Protéger notre santé passe par 5 aspects primordiaux de notre mode de vie. Ne pas fumer, éviter les toxiques de l'environnement, y compris les médicaments inutiles et toxiques. Avoir un exercice physique et musculaire optimal pour son âge et sa condition physique. Apprendre à gérer les difficultés de l'existence et les surmonter avec un esprit de résilience. Adopter une diète méditerranéenne ou une de ses variantes. La diète méditerranéenne, en quelques mots. Encore là, ça ne me tente pas. Là. Je vais juste la mettre de même, puis écoute, on fera un screenshot, je sais pas. Là, il me reste juste 3 pages pour ce livre-là. Les maladies cardiovasculaires sont essentiellement le résultat de nos modes de vie, eux-mêmes en partie déterminés par nos conditions d'existence. C'est dit de façon très éloquente, mais ça revient à ce que j'avais donc déjà dit. Ah oui, ça c'est quand même assez pas pire. Un autre facteur mal connu concerne la relation entre notre positionnement socio-économique, notre statut social, et la qualité de notre alimentation quotidienne. Plus on est aisé financièrement et plus nos aliments sont de qualité. Mais en même temps, de qualité, façon de parler. Tu sais, dans une vidéo que j'avais vue, il y avait ça, The Diets of Kings and Queens. Tu sais, manger gras, manger viande, carné, tout. Ce fut longtemps un handicap pour les riches qui étaient plus victimes de maladies cardiovasculaires que les plus modestes. Avant la dernière révolution agricole, leur nourriture était trop abondante, trop riche. Depuis 2 ou 3 décennies environ, les termes de cette équation ont changé et avec l'extraordinaire dégradation qualitative des aliments commercialisés, ce sont désormais les plus pauvres qui sont les plus mal nourris et qui paient le plus lourd tribut à ces maladies. Les maladies de l'abondance, des maladies de l'abondance des classes bourgeoises, les pathologies cardiovasculaires sont redevenues des maladies des classes les moins privilégiées. Il n'est pas indispensable de consommer des aliments coûteux, qui sont réservés aux riches par définition, pour protéger sa santé. On peut faire des choix stratégiques dans une gamme d'aliments bon marché. Puis là, il y aura juste 299 pour ce livre-là. Tu sais, ouais, ça c'est cool. C'est dit, pourquoi de si abrupt blocage par rapport à toute la vérité sur le cholestérol? Il dit, la réponse est simple, il n'y a pas de discussion car s'il y en avait une, ça impliquerait la recherche d'un consensus. Or, il n'y a plus aucun compromis possible. Un consensus est impossible car les messages d'alerte ont été bruyants, les drapeaux rouges annonçant le danger, au vu de tous, public et médias compris. Plus le temps passe, et moins on pourra prétendre qu'on ne savait pas. Avez-vous regardé comment ça s'applique aussi à COVID, ça, puis au vaccin? Plus le temps passe et plus la seule alternative devient soit je ne vois rien venir et je suis indigne de ma fonction, soit je vois mais je ne dis rien, donc je suis susceptible de me voir accusé de non-assistance à personne en danger. En des mots plus simples, la seule alternative est être un sombre crétin ou un criminel. On comprend que tous et chacun préfèrent, tel l'autruche, ignorer le danger et espérer que l'orage passera à côté de chez soi et épargnera ses vergers. Bon. Dernier livre. Fait que... on est bon. C'est sûr que c'est quand t'as fait jusque-là. Fait que là... Page 21. C'est que j'ai mis là. C'est que lui, il a mis là. Ah, ouais, OK. Là, il décrit vraiment bien là, ça. Je l'avais parlé tantôt, mais on va le relire. En tout cas, on va le lire. On va reprendre connaissance, ça vaut la peine. Qui est Rory Collins? Professeur de médecine, il est le directeur d'un puissant laboratoire d'épidémiologie à la prestigieuse université d'Oxford en Angleterre. C'est le roi des statines dans le monde de la médecine et des sciences. La référence absolue pour qui veut exprimer une quelconque opinion sur le cholestérol ou les statines. Pour ses remarquables, entre guillemets, travaux scientifiques sur les statines, il a reçu de multiples décorations nationales et internationales et finalement, il a été anobli par la reine. Il est donc Sir Rory Collins.
Il est le troisième d'une lignée de prestigieux épidémiologistes d'Oxford. Avant lui, il y avait le professeur Sir Richard Dawes, tous deux anoblis, rien de trop beau. Également, il y a donc de qui tenir. Et si je dis ça, ce n'est pas seulement à cause de leur statut aristocratique, mais plutôt de leur exécrable réputation en termes d'éthique médicale et scientifique. Rory Collins est donc le roi des statines, et quand le roi parle, on se tait. Qu'a produit Sir Rory Collins de si gigantesque méridionité ferveur? Blablabla. Et ça pour dire patatras. En février 2015, tout coup de théâtre, Sir Rory Collins annonce dans les médias anglais que finalement, les données disponibles concernant la toxicité des statines ne sont ni correctes ni sérieuses et qu'il est temps maintenant de lancer des programmes de recherche visant à explorer la réalité de la toxicité de ces médicaments. Le roi est nu. Tout le monde comprend instantanément que ce que Sir Rory Collins et ses amis du nanana ont dit pendant plus de 20 ans était faux. Ils ignorent aujourd'hui tout de la toxicité des statines, car ils ne l'ont simplement pas examiné. Donc, le roi des statines, la référence absolue, a menti, il s'en confesse. L'explication que donne Sir Rory Collins pour justifier son attitude est simplement que sa conviction de l'efficacité des statines était tellement profonde qu'il eût été absurde d'inquiéter les patients avec des effets toxiques qu'il considère négligeables. En fait, le bénéfice cardiovasculaire est tel, selon lui, que la toxicité, grande ou petite, des statines ne doit pas dissuader les patients d'en prendre le médicament. Et voilà comment on convertit d'ignobles mensonges en souci humanitaire. Un peu là. Là. OK. Ouais. Fait qu'au niveau... la page 39... Ouais, c'est parce que dans le fond, c'est par rapport au LDL, là, le fameux supposément pas bon cholestérol, comme il dit, il ne faut pas confondre l'hypoprotéine LDL et cholestérol. Du fait que les lipoprotéines sont plus ou moins riches en cholestérol, certains experts assimilent le LDL au cholestérol. Quand ils disent ou écrivent LDL, ils pensent cholestérol, ce qui est une grossière erreur, puisque la taille des LDL est énorme par rapport à celle du cholestérol. C'est vraiment des lipoprotéines. On doit envisager des effets biologiques des LDL ou de façon totalement indépendante de leur contenu en cholestérol. Par exemple, chez les personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale, donc cette maladie générique devrait... en plus, c'est des éléments cruciaux de nos défenses immunitaires, alors que le cholestérol ne joue aucun rôle dans les défenses infectieuses. C'est encore... C'est comme... Tout comme le cholestérol, c'est extrêmement important, mais pour d'autres choses, pour d'autres éléments, en l'occurrence au niveau immunitaire. Fait que... D'ailleurs, à un moment donné, il dit... ça se fait donc, je ne l'ai pas... Excusez, il faut que je retrouve quelque chose, mais c'est parce qu'il... il faut que je check en même temps que... Ah, ouais, ok, là, je l'ai trouvé. Tu sais, c'est que le LDL, là, il va nous protéger de certains agents infectieux en les retenant prisonniers. Tout comme le foie le peut faire, alors que les statines ils favorisent l'entrée de ces agents infectieux dans le foie. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est encore une affaire du héros qu'on présente comme un zéro. Parce que je dis pas que la LDL qu'il n'y a pas un rôle à jouer quelque part. Là. Ça vient... Pas juste là, ça vient complexe, tu sais. Mais de juste démoniser le LDL, c'est sûr que c'est complètement ridicule. OK. Fait que là, vous voyez qu'encore là, on passe l'essentiel du livre, parce que c'est surtout celui-là, vraiment, tourne énormément autour de la toxicité des statines, comme le titre l'indique. Fait que... Donc, le cholestérol protège des cancers. Fait que alors, de telle sorte que d'avoir un cholestérol bas, un peu là. On va lire ça comme il faut, OK? Plus le cholestérol est élevé et moins il y a de cancer. Autrement dit, le cholestérol protège les cancers. Il pensait avoir sauvé les statines, c'est en fait tous les traitements anti-cholestérol qui sont pointés du doigt. Avoir un cholestérol bas ou abaisser par un traitement augmente le risque de cancer. Donc, les statines sont carrément cancérigènes. Ensuite, là, j'achève vraiment ces 3 dernières pages. Là. Fait que 223. Ouais.
comme on dit tantôt, le roi des statines, Cesare Collins, a admis qu'il ignorait tout de la toxicité de ses médicaments. Cette confession, et avec elle, celle de plusieurs dizaines d'experts internationaux collaborant avec lui et ses équipes depuis plus de 20 ans, devrait mettre un terme à la plus grande arnaque de notre histoire scientifique et médicale. Et en toute logique, oui, hein? Comment ça fait que c'est pas que personne n'entend parler? Hein? La communauté médicale indépendante doit maintenant admettre que la parole de Cesare Collins et les travaux des deux consortiums qui dirigent n'ont plus aucune valeur. Nous ne pouvons plus nous fier au moindre de leurs écrits. Nous ne pouvons plus nous fier, hélas, aux écrits et analyses des experts de la fameuse Cochrane Collaboration travaillant sur les statines. Eux aussi ont candidement reconnu leur ignorance, comme les échanges de correspondance avec l'éditeur British Medical Journal. C'est vraiment... Vous voyez-vous l'ampleur de la chose? C'est vraiment de l'ordre de, comme il dit, le roi est nu, là, donc la fable des habits neufs de l'empereur. Pour vous la réciter, vous allez la checker sur Internet si vous ne connaissez pas cette fable d'Anderson. Là. Mais c'est ça, là. C'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est vrai. C'est pas. Et qu'on n'est pas face à une arnaque de proportion qui est simplement gigantesque. Puis ça donne que c'est ça pour la vaccination, COVID ou pas. Puis que c'est ça aussi pour toutes les mesures COVID. En fait, c'est ça plus souvent qu'autrement, justement, avec le super biomédical. J'ai expliqué dans mes livres précédents que, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, les statines ne sont pas efficaces pour diminuer le risque cardiovasculaire. Dans ce livre, je montre que ces médicaments sont aussi toxiques. Cesare Collins et ses équipes d'experts internationaux ont menti pour faire croire à leur efficacité. Ils ont caché leurs statistiques. C'est criminel. Nous avons été trompés. Les médecins et leurs patients ont été trompés. Bon, je pense que c'est les mots du coup. Bon. OK. Bon. Fait que là, où en est-on? Qu'est-ce que c'est qu'on va faire avec ça? Ben, je ne sais pas si vous remarquez que s'il y a un peu fil conducteur de tout ça, c'est la fameuse notion de conflit d'intérêt qui est sous-jacente, omniprésente et fondamentale dans tout ça. Puis que la trame de fond, c'est qu'on essaie, de vous extorquer un maximum d'argent indépendamment des réels bénéfices qu'il pourrait y avoir pour votre santé. Parce que de toute façon, mettons que ce serait le cas. Mettons que c'est comme je viens de vous dire. Est-ce que ce serait vraiment assez étonnant? Est-ce que ce serait vraiment une théorie de conspiration si originale que ça, ou même si digne de devoir qualifier de théorie de conspiration au sens strict, que de dire qu'un capitaliste, et donc une industrie capitaliste, veut faire de l'argent? Pas de grosse théorie du complot là-dedans. Puis comment ils vont faire? Ben, c'est toujours, en fait, encore là, la fameuse stratégie du problem solution, là, hegelien, là. On crée un problème, on crée une solution. Ben, tu sais, je veux dire, oui, on crée un problème de toute pièce, là, un faux problème, comme l'affaire du cholestérol, puis une fausse solution qui est les statines. Donc, ce qu'on appelle un false flag aussi. Puis, en employant toujours, hein, encore là, une logique de guerre, comme pour la COVID, hein, puis le vaccin, tu sais, il y a un ennemi à abattre. On pas lâcher tout le monde ensemble là-dedans, tu sais. Puis l'ennemi, le bouc émissaire, typiquement, pas tout à fait bon. C'est aussi faux plus qu'il aide, c'est pas grave. Ça fait. Ça met l'attention à quelque part, genre ailleurs que des vraies questions. Là où est-ce qu'on veut, où est-ce que ça va faire plus d'argent. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une pure et simple fraude intellectuelle et scientifique? Oui, manifestement. Je pense que là, ça devient assez clair. Hein? On peut l'affirmer, là? Oui? OK, bon. Fait que ça fait au moins, pour ceux qui ont suivi comme il faut l'histoire de la COVID, on peut voir que ça fait au moins 2 fois qu'on voit le même pattern, qui fait notamment en sorte que le remède devient pire que le mal. Puis si sociétalement, collectivement, scientifiquement, médicalement, on s'est bêché pour le cholestérol, imaginez pour la COVID. Voyez-vous que ça devient encore moins tiré par les cheveux, encore plus logique et vraisemblable et juste normal. Que ce soit encore le même scénario qui se fasse, tout comme pour la vaccination en tant que telle. Hein? Je vais vous mettre le lien d'ailleurs à ce niveau-là. En fait, s'il fallait les compter, les fois que c'est arrivé, surtout avec la pharmaceutique, ça finirait juste plus. L'affaire du cholestérol, ça montre surtout comment c'est facile, quasiment encore plus que dans le cas du COVID, de falsifier la science. La même science qui pourtant au départ était censée servir à combattre le charlatanisme. Mais c'est un outil de charlatanisme comme jamais là, dans l'histoire de l'humanité, imaginez-vous. Il y a de quoi vraiment remettre en question la démarche scientifique, là, carrément. Là.
Parce que c'est pas rien qu'une question médicale, puis médecine en tant que telle. Surtout que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est censée être la science la plus importante, la science médicale. C'est notre corps. C'est pas, si on se bêche là, on se bêche sur tout. C'est pas acceptable de se bêcher sur cette partie-là de la science. Est-ce qu'on peut parler d'un complot, pour prendre ce terme-là qui sert toujours à nous décrier, ou plus exactement du fait qu'il y a une minorité de gens qui est bien convaincue en les bienfaits, mettons, des statines, puis avec la théorie qu'on nous propose, le discours dominant, une majorité qui est désintéressée puis qui fait juste suivre. Vous remarquez, c'est toujours pour la même chose. Tandis qu'il y a une infime minorité de véritables exploiteurs. Ah. Parallèlement à ça, ce qui est sûr, c'est que là, complot ou pas, les techniques de propagande, de désinformation, de brainwashing sont toujours les mêmes. Hein, on parle notamment de simplisme, donc de petites fausses vérités, là, de petits narratifs qui est facile à comprendre, puis que le public peut facilement adhérer, basé sur la dualité, la dichotomie, bien mal, tout ça. Toujours la même affaire encore là. Hein? Puis, je voudrais finir avec ça. Vous savez, au Québec, on est bien fort sur ce qu'on appelle la culture du consensus. Hein? C'est comme si ça nous amène à dire que la vérité est nécessairement au milieu, soit plus précisément, systématiquement, une sorte de juste milieu, là, comme un métronome, là, puis comme symétrique. Là. Mais je ne sais pas si vous voyez en soi déjà que c'est une pure connerie. T'sais. Exemple, si quelqu'un à gauche il vous dit qu'il faut manger son caca, que c'est bon pour vous, il n'y a pas de consensus à aller chercher. Il n'y a pas de juste milieu à aller chercher. C'est pas, il y a un petit peu raison pareil. Non, ça existe des fois que c'est de la foutaise, que c'est des hosties de conneries, que c'est faux ce qu'on vous dit. OK? Fait que là, parce que là, encore là, le monde, notre chère culture du consensus québécois, le monde vont dire, il faut écouter les deux côtés de la médaille, hein, tu sais, puis, tu sais, là, ouais, t'as juste parlé des experts, tu sais, mais de tes experts, t'as pas parlé des autres experts. Hey! Quand tu comprends que c'est une supercherie, ça sert à quoi? L'écouter l'autre cas, comprenez-vous? C'est comme si quelqu'un, il vole, c'est un voleur de banque, là, ou quelqu'un qui a tué sa famille au complet. C'est bien beau d'aller en cours, puis remarquez, c'est ça qu'on fait, hein? Puis d'écouter là, sa version, puis tout ça, là, puis c'est en circonstance atténuante, puis d'ailleurs, il va y avoir des avocats qui vont être bien bons pour ça, des super criminalistes qui vont être payés bien cher, puis des fois, ils vont faire gagner leurs clients. Mais ça change-tu le fait que c'est de la crise de foutaise pareil? Il l'a-tu tué, sa famille, ou pas? Ouais, bon. Il l'a-tu volé la banque ou pas? Oui, mais dis ça. Quand même qu'on écouterait sa version, là, on s'en foutu de sa version au final. Tu sais, c'est comme, on va écouter 2 secondes, voir si quelque chose de. Qu'est-ce que tu as possiblement à nous dire? Au pire, on rira, mais commençons pas à dire ouais, c'est pas que c'est toujours blanc et noir qu'il faut jamais écouter l'autre version, mais ça peut-tu arriver des fois que ce soit ça, que ce soit une supercherie, puis que donc que ce soit très simple, très facile à trancher, que ce soit ça qu'il faille faire, qu'il y ait d'un part le bien, d'autre part le mal, puis qu'il faille appeler un chat un chat. OK? Oui, merci, c'est ça. C'est ça qui est chat.